Bonjour, bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend? Je ne sais pas. Guillaume, tu Tout à l'heure, je m'entends? t'entends très bien de mon côté. Bon, ok, super. Je ne sais pas, les personnes qui sont là, vous pouvez peut-être en fait mettre sur le chat si vous nous entendez, en fait, si vous nous entendez bien. J'ai l'impression que oui. Bon, ok, bon, super. On va attendre en fait quelques minutes, enfin voilà, on va se donner encore peut-être 2-3 minutes avant de commencer ce webinaire, voilà, parce qu'il y avait quand même pas mal d'inscrits et là, je vois qu'aujourd'hui, là, on a 16 personnes, voilà. Bon, on avait à peu près une soixantaine de personnes qui s'étaient inscrites, voilà, plus de 260 sur LinkedIn. Voilà, donc on va attendre un peu, hein. On se laisse encore 2 minutes. Voilà, donc bon, on n'a pas pu être l'un à côté de l'autre avec Guillaume, voilà, mais bon, on n'est pas très loin puisque voilà, on va dire force à Sud-Ouest. Guillaume est à Bordeaux, moi je suis à Pau, voilà, ce qui est assez exceptionnel, voilà, mais bon, on n'a pas pu être l'un à côté de l'autre, voilà, pour des raisons logistiques. La prochaine fois, en fait, on essaiera peut-être de refaire ça en fait en étant l'un en face de l'autre, quoi, avec d'autres personnes, hein. Donc, on est à 18 personnes qui sont en train de nous suivre là en live. Bon, j'attends il est 11h02, j'attends jusqu'à 11h03, 11h04 et je commence en fait le webinaire. Bon, Guillaume, ça va? Tu es bien installé? Toujours à Bordeaux. C'est une très belle ville. Il pleut tous les jours, mais Ouais. c'est une belle ville. Nous, à Pau, là, il fait beau, hein. Franchement, depuis 2 jours, c'est grand soleil, superbe temps. Voilà, les Pyrénées sont bien enneigées. Bon, Ouais. c'est Le normal. sud-ouest, c'est après. Je suis déjà parti de Paris. C'est une Donc, première ta, étape. pro- ta Et prochaine, cette ta fois, prochaine destination, en fait, c'est le Béarn ou le Pays Basque, quoi. oui, c'est Bayonne, clairement. C'est Bayonne, ok. Moins comme ça, c'est réglé, c'est déjà acté, on est pas mal, quoi. Bon, allez, on attend jusqu'à 11h04 et puis après, on commencera, hein. D'accord. Ah, je vois que Constance nous dit qu'elle est à Lille et puis qu'elle a du soleil et que c'est exceptionnel. Ah, à mon avis, c'est vrai que c'est exceptionnel. Du soleil à Lille, je te confirme, Constance. En tout cas, n'hésitez pas à réagir pendant le webinaire, à poser des questions. On pourra y répondre du mieux qu'on pourra. Et même si vous avez d'autres sujets à aborder, n'hésitez pas. Voilà, bon, écoutez, je vous propose, voilà, on a 19 personnes qui sont là. Bon, je vais rappeler un peu l'objet du webinaire et puis surtout vous dire en fait voilà que euh, à la fin le replay sera envoyé voilà à toutes les personnes en fait qui s'étaient inscrites. Il n'y a pas de souci. Donc à aujourd'hui en fait, donc merci Guillaume déjà en fait d'avoir accepté cette invitation en fait pour parler un peu de révolution du numérique des industries extractives de granulats et puis surtout de parler en fait des clés d'une digitalisation réussie parce que au-delà en fait de cette révolution, il faut en fait réussir la digitalisation des entreprises. Moi, j'aimerais juste en fait voilà qu'on se présente. On va commencer par toi, Guillaume, si tu peux nous dire voilà en quelques phrases qui tu es, d'où tu viens, voilà pour que les personnes sachent qui tu es. Ouais, moi je suis un radio d'une grande famille du BTP par grand-père, parents, etc. Donc je suis naturellement parti à l'ESTP pour faire mes études et puis dans un grand groupe chez Vinci dans les grands projets. Et après avoir passé quelques années dans les startups, ensuite je me suis lancé dans ma propre startup dont on parlera plus en détail peut-être après. Exactement. On reviendra effectivement en fait voilà sur la société que tu avais créée. Voilà, donc moi je suis Nicolas Le Targa, donc voilà, donc moi je suis directeur commercial chez Synax. Alors moi en fait la particularité c'est que je suis pas un geek, mais je viens plutôt en fait de l'industrie aussi
des granulats. Ça fait 10 ans en fait que je travaille dans ce milieu-là, diverses fonctions. Voilà. Donc je suis plutôt en fait voilà quelqu'un de terrain. Je te propose en fait voilà qu'on commence un peu voilà en fait à dérouler ce qu'on en avait prévu de parler. Donc tout d'abord en fait moi je vais vous parler un peu de Synax. Alors Synax c'est plus de 20 ans d'expérience à digitaliser finalement l'industrie des matériaux de construction. Alors que ce soit auprès des industries en fait extractives de granulats. On a des clients, des centrales d'enrobé, des centrales à béton, des plateformes de recyclage. Je dirais que Synax aussi se distingue par des solutions innovantes en matière de dématérialisation, d'automatisation et de gestion des données. On est présent à peu près sur 250 sites de production et on adresse aussi bien à des PME, des ETI ou des grands groupes. Moi, aujourd'hui, si je devais résumer l'expertise de Synax, je mettrais d'un côté 3 piliers et je mettrais 2 forces. Pour moi, les 3 piliers sont la partie édition pure de logiciels avec des solutions d'automatisation sur les sites, des solutions d'application mobile et aussi un outil de gestion en mode full SaaS plutôt à destination des ETI et des PME. Je dirais qu'on est aussi, et ça c'est un peu l'ADN de l'entreprise, une entreprise de services du numérique. On est capable en fait de répondre sur mesure à des problématiques bien précises. On a aussi le troisième pilier, c'est l'automatisme, avec aussi là des solutions, je dirais, sur mesure, et surtout une équipe derrière qui assure la gestion et le suivi des projets. Moi, je vous ai parlé aussi pour moi, de 2 forces et qui sont essentielles, à mon avis, quand on discute avec des gens en fait, de l'industrie de la construction. C'est l'écoute client, donc ça, c'est la première des choses, ça, c'est primordial. Et aussi des collaborateurs, finalement, en fait, qui connaissent parfaitement bien, en fait, le domaine d'activité auquel on adresse. Bon, voilà. Donc, en résumé, moi, je dirais que Synax, c'est un peu le partenaire de confiance pour une industrie des matériaux de construction durables, un peu plus connectés, plus automatisée et soucieuse surtout d'intégrer efficacement, et ça c'est de plus en plus vrai, les contraintes réglementaires et les contraintes environnementales auxquelles vous faites face. Pardon. Donc voilà. Et ensuite, donc, le sujet, c'était de parler de digitalisation. Et en introduction, moi, ce que je pensais important, c'est de mettre en avant à la fois les grands groupes qui tirent en fait cette digitalisation vers le haut, à savoir, j'en ai cité, il y en a peut-être beaucoup plus, mais j'ai pris 4 exemples. Donc, j'ai pris Heidelberg, qui aujourd'hui a pris des parts dans Common Alcon. J'ai pris Cemex avec Cemex Go. J'ai pris Holcim avec Concrete Direct. Et puis, j'ai pris Colas qui vient de racheter Rockies là en fin d'année. Je tenais aussi à mettre en avant finalement, en fait, parce qu'on parle des grands groupes qui sont moteurs, mais il y a aussi des startups donc, qui sont très régulièrement interviewés en fait, par Richa Demita, le CEO de Synax, à travers en fait, son podcast qui s'appelle Les Bâtisseurs. Alors, j'aurais pris en mettre plusieurs, j'en ai pris 4 pour essayer en fait, de balayer un peu tous les univers en fait, auxquels on adresse. La première, donc on va essayer, voilà, je vais parler de Marion Malandin avec Optimise, qui elle permet à la construction de gagner en efficacité en fait sur la partie ferraillage. Ensuite, Clément Bénard en fait de chez Hibou, qui lui en fait va permettre de l'amélioration de la productivité et de l'efficacité des équipements lourds. Voilà, donc ça peut être le matériel sur site, mais aussi en fait les véhicules. Ensuite, on va avoir en fait Dominique Corvez de chez Xtree qui lui en fait va révolutionner en fait la construction par l'impression 3D. Et puis bien sûr, aujourd'hui, il me semblait tout à fait normal de mettre en avant notre invité du jour, donc le fondateur en fait de Rockies, qui est toujours en fait une marketplace en fait des matériaux de construction. Voilà. Donc on va rentrer un peu dans le vif du sujet, puisque aujourd'hui, on voulait parler de révolution numérique des industries extractives de granulats. Avant toute chose, pour parler en fait de
de ce sujet-là, il me semblait très important de remettre dans le contexte actuel cette industrie-là et la digitalisation qui en découle. Et puis après, on parlera aussi de quelques technologies clés en fait de la transformation du numérique. Moi, ce que je vois aujourd'hui, en fait, pour connaître maintenant depuis à peu près une dizaine d'années cette industrie-là, elle ne cesse d'évoluer, mais elle est confrontée en fait quotidiennement et annuellement en fait à des problématiques que je dirais économiques, inflationnistes depuis en fait quelques temps avec l'augmentation de l'énergie, voilà, des matières premières, des outils. Voilà, quand on voit aujourd'hui que en fait certains investissements quant à l'achat de dumpers ou de chargeuses ont pris entre 25 et 30%. Des enjeux environnementaux, donc des normes, des problématiques. C'est pas des problématiques, mais c'est plutôt en fait à aujourd'hui les entreprises se doivent en fait avoir une politique RSE de plus en plus prégnante. Et ensuite, je l'ai mis parce que ça me semble aussi très important en fait, c'est la problématique des ressources humaines, puisqu'on est dans un secteur en fait qui est de moins en moins attractif. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la digitalisation, elle apparaît comme un levier crucial. Pourquoi ? Parce qu'elle permet une meilleure traçabilité, voilà, ça c'est sûr et certain, une optimisation de la chaîne d'approvisionnement, qui est primordiale en fait dans ces métiers-là, et une innovation continue en fait dans les pratiques. Voilà. Elle permettra aussi d'optimiser les processus, d'améliorer la rentabilité et de renforcer la compétitivité. Et moi, j'avais en fait une première question pour toi, Guillaume. C'est est-ce que tu peux nous parler un peu voilà, de ton parcours, de ce qui t'a inspiré finalement à créer Rockies, s'il te plaît? Ouais, avec plaisir. Du coup, comme j'avais dit, après quelques années chez Vinci, je voulais vraiment absolument, à mon avis, c'était ma motivation, c'est d'aller travailler dans le secteur de la technologie pour la construction. Parce que je pensais que c'était plutôt passionnant. Et j'ai rejoint notamment les startups qui utilisaient le drone pour la construction et notamment pour l'industrie minérale. Donc, c'est une société qui s'appelait Redbird, c'était en 2015, il y a fort longtemps. Mais ils avaient reçu un investissement de Bergera Monayer et ils étaient en train de développer toute une solution autour d'utilisation du drone pour l'industrie, pour les carrières. Et j'ai travaillé pendant plusieurs années dans ce secteur-là. On pourra revenir en détail après, mais j'ai identifié certaines opportunités marché aussi à force de travailler avec tous ces acteurs du secteur. Et j'ai vu un certain manque de digitalisation dans les échanges entre les entreprises qui achètent, les entreprises qui transportent, qui sont souvent indépendants, et les producteurs. Du coup, en 2021, après avoir passé quelques mois enfermé avec le Covid, j'ai décidé de me lancer réellement en développant une solution pour faciliter l'achat, la vente et le transport de granulats, en simplifiant tous ces processus-là de supply via un outil digital qui s'adressait à la fois aux conducteurs de travaux, mais aussi aux chefs de chantier et aux chauffeurs. Et on verra aussi pourquoi avoir un outil qui est quand même très simple permet de faciliter l'adoption de ces produits-là. Mais c'était quand même un outil à la base pour aider les entreprises de construction à acheter mieux, plus facilement, mais aussi un outil pour les carrières pour automatiser les ventes et les commandes, surtout sur la partie diffuse. Parce que vous avez beaucoup de petites commandes qui, au final, prennent quasi le même temps que les grosses. Et voilà, les marges n'étant pas non plus énormes, vous pouvez pas passer votre temps à répondre à ces besoins. Donc, aller fournir des outils pour les aider était quelque chose d'assez malin, mais c'était via une marketplace, donc qui convient pas toujours forcément aux producteurs qui voudraient avoir leurs propres outils. On l'a beaucoup demandé. On avait aussi comme objectif d'optimiser les retours de bennes, parce qu'il y a beaucoup d'inefficience à ce niveau-là. Il y a quand même beaucoup de bennes qui reviennent à vide, et pouvoir partager ces retours avec potentiellement d'autres entreprises, que ce soit des entreprises de construction qui font des évacs, ou avec aussi d'autres carrières pour réduire le coût de transport. Ça a plutôt quand même bien fonctionné. On pourra revenir en détail si vous le souhaitez, puisqu'on a cédé l'entreprise à Colas à la fin de l'année 2023. Ok. Ce que tu dis est tout à fait vrai. Hein. Aujourd'hui, en fait, des outils simples, des outils qui permettent de gérer, en fait, on parlait de chaîne d'approvisionnement, en fait, qui semblent essentiels, en fait, dans ces métiers, en fait, de l'extraction de granulats et plus largement, effectivement, dans la construction. Voilà, avec, effectivement, comme tu l'as dit, on avait fait à ce titre un webinaire avec Richard, en fait, sur le double fret.
Et pour toi, en fait, les opportunités, quelles opportunités la digitalisation ouvre-t-elle en fait pour les entreprises des matériaux de construction, selon toi? Et la Bah, chaîne de valeur qui en découle, hein, enfin, voilà. c'est surtout faire face aux défis actuels, parce que là, on a vraiment quand même un tournant. On a, comme tu l'as dit tout à l'heure, des problèmes de personnel. C'est sûr que c'est quand même un métier qui a peu évolué au cours des dernières années, donc pouvoir intéresser. En plus, c'est très local, donc aller, voilà, vous avez une carrière qui sont plutôt éloignées, Mmh. donc aller intéresser des jeunes à ce secteur-là, c'est pas simple. Donc aller se digitaliser, ça va aider aussi à attirer des personnes, du personnel. Donc, la pression réglementaire, ça, c'est quand même pas mal changé. On a parlé beaucoup l'année dernière avec la RNDTS, la REP. Donc, tous ces éléments-là vont forcer les producteurs à fournir de la donnée et il faut qu'ils soient préparés pour que ça ne soit pas une contrainte supplémentaire pour eux. Les clients aussi, je pense que les clients sont très demandeurs d'outils pour les faciliter à acheter. C'était une des raisons pour lesquelles Rockies avait bien fonctionné. C'était poussé par les acheteurs qui sont aussi souvent des jeunes dans des conducteurs de travaux qui ont 25-30 ans et qui veulent se faciliter la vie aussi. La pression au niveau du carbone, bien sûr. Donc, je pense que pas mal de reporting. On n'a pas trop parlé, mais la CSRD est en train d'arriver, donc il va obliger de reporter non pas seulement le carbone, mais aussi plein d'indicateurs RSE. Donc, il va falloir être assez digitalisé, sinon ça va prendre un temps fou. Tout à fait. Tu l'as dit, le coût énergétique. C'est vrai qu'avec l'explosion à la fois du coût de transport et du coût de production, enfin du coût d'électricité, il faut trouver des moyens pour essayer de le réduire. Et bon, je suis assez persuadé que le digital va aider. Bon, ça ne va pas régler tous les problèmes, je pense, mais ça va. Ouais. Loin s'en faut, mais effectivement, et comme tu l'as dit, on le verra tout à l'heure dans les stratégies en fait pour réussir un peu la digitalisation. Il y a quelques éléments en fait, et notamment effectivement, je dirais que le besoin et les attentes des clients sont aussi en fait vers ces tendances-là. Tu as tout à fait raison. Aujourd'hui aussi, en fait, effectivement, donc on a parlé en fait un peu des tendances là, et ce qui arrive aussi, c'est il y a des technologies qui existent déjà et des technologies futures. Après, c'est très différent, c'est très compliqué en fait, effectivement, de toutes les citer. Moi, j'ai décidé en fait voilà, de parler de quatre de ces tendances-là. La première, en fait, c'est l'automatisation et la robotisation, en fait, parce qu'on en parle beaucoup, en fait, dans l'industrie en règle générale. Et peut-être, alors, automatisation, oui, en fait, dans l'industrie extractive, un peu moins la robotisation. Voilà, il y a encore des hommes, en fait, qui sont présents sur les sites, et tant mieux, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Moi, j'en ai mis un deuxième, c'est les systèmes, en fait, de gestion de l'information. Tu l'as donné, en fait, la gestion de la data, en fait, va être de plus en plus importante, que ça soit via, en fait, des outils, la base, en fait, qui étant, en fait, là, aujourd'hui, ou les plus connus, les ERP. Mais après, on pourrait avoir des systèmes de gestion de flotte. En fait, on a parlé de Hibou tout à l'heure, hein, logiciel de suivi de production. Voilà. Synax est plutôt sachant sur ces types de solutions. C'est un peu Alors, non. oui, comme je l'ai dit en introduction, en fait, une des forces aujourd'hui de Synax, c'est déjà en fait son antériorité vis-à-vis en fait de ces métiers-là et d'avoir bien compris en fait quelles étaient les problématiques. Et en fait, l'une des premières problématiques sur ces sites, voilà, ou sur les sites notamment en fait de plateformes, c'est la gestion des flux. Donc effectivement, en fait, on a un outil aujourd'hui qui permet en fait de gérer l'automatisation des flux et de l'optimiser surtout en fait sur les sites quand il y a énormément en fait de flux via en fait des bornes connectées et derrière en fait des applications mobiles en fait qui permettent pour l'une de gérer je dirais en fait les flottes de véhicules qui sont sur site, voilà, vis-à-vis de zones, et derrière en fait un outil en fait de dématérialisation des bons de livraison. Voilà, donc en fait on a un peu, je dirais, toute la chaîne d'approvisionnement en fait, que ce soit sur site ou en dehors du site. Voilà. Et effectivement, comme je l'ai dit en introduction, on a un outil aussi, un outil de gestion, hein, donc on pourrait apparenter à un ERP, mais en fait, nous, on l'a voulu un peu différent. On l'a voulu s'adressant, en fait, justement, à des entreprises, plutôt des PME ou des ETI, qui, aujourd'hui, en fait, malheureusement, voilà, hésitent encore à aller vers ces outils-là. Donc, on a voulu un outil simple, facile à prendre en main. Voilà.
Mais ça, c'est intéressant. Je pense que c'était un des éléments qu'on nous remontait beaucoup, c'est d'avoir des outils SaaS, c'est-à-dire en ligne, Voilà. pour pouvoir fournir des briques aux carriers, des portails clients, des éléments qui vont aussi leur faciliter la vie, sans avoir le coût de développement en interne, parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui les indépendants sont en capacité d'aller développer eux-mêmes ces éléments-là. Oui. Ça s'adosse à des groupes. Alors, il y a une notion, comme tu le dis, de coût, voilà. Et en fait, voilà, il y a une notion aussi, et voilà, enfin, voilà, avec beaucoup d'humilité, et il y a une notion aussi de compétence et de personnel en interne. C'est-à-dire qu'en fait, des grands groupes peuvent se permettre en fait de faire des développements parce qu'en fait, ils ont des équipes staffées, voilà, alors une carrière en fait, enfin, ou un indépendant qui va avoir 2 sites de production va pour sa part en fait, si tu veux, ne pas avoir en fait les compétences en interne. Donc, avoir en fait quelque chose sur étagère me semble être quelque chose de super pour eux aujourd'hui, pour vraiment en fait se développer et rester en fait compétitif. Voilà. Parce qu'ils subissent de plus en plus, on a parlé de la REP. Aujourd'hui, eux, voilà, ils ont du mal des fois à le comprendre, ils le subissent, ils aimeraient bien que ça soit automatisé, que derrière on puisse se connecter directement en fait aux éco-organismes que peuvent être Valobat ou Éco-Minéraux. Enfin, voilà. Donc nous, on est en train de travailler en fait dans ce sens-là. Il y a un autre élément aussi qu'on pourrait parler, qui est assez goût du jour, parce que tout le monde en parle en ce moment, c'est l'IA. Ouais, alors oui, effectivement, l'IA, machine learning, voilà, aujourd'hui, nous, enfin bon, vous voyez, enfin, on en parle, on a eu une demande il n'y a pas très longtemps, en fait, sans dévoiler qui c'est, mais voilà, on nous a demandé si on était capable, en fait, voilà, sur des retours comment dire, de chaînes d'approvisionnement un peu spécifiques, de voir, en fait, si les bennes, en fait, voilà, étaient propres ou pas. Voilà, donc, et aujourd'hui, qu'est-ce qui est capable de faire ça? C'est des caméras, mais derrière, en fait, il faut générer en fait effectivement de l'IA pour pouvoir en fait voir si ces bennes-là sont propres. Voilà. Bon, c'est un exemple concret. En fait, voilà, quand on parlait de SN tout à l'heure, on disait qu'on était capable de s'adapter à n'importe quelle demande ou à des demandes un peu en dehors du cadre ou voilà un peu innovantes. Bon, mais ça, clairement, en fait, c'est quelque chose d'innovant et qui fait appel à l'IA plus tard. Et ce qui est intéressant, c'est que ces technologies-là sont déjà en place, développées dans d'autres industries. Je prends l'exemple de l'industrie du déchet. Il y a aujourd'hui des IA qui, sur des tapis de transport, viennent enlever des déchets qui ne seraient pas adéquats. Donc, dans d'autres industries, ça fonctionne. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas dans l'industrie minérale. Il y a un autre exemple, c'est sur les carrières qui accueillent les inertes. Donc, nous, on avait une carrière qui avait leur chef de bascule ou peu importe, leur opérateur, leur agent de bascule, qui vérifiait dans les bennes ce qu'il y avait dedans pour s'assurer qu'il n'y avait pas de briques, de plâtre, etc. C'est quand même assez contraignant. Ou de visualiser sur les caméras directement s'ils en avaient une. Mettre une IA pour aller détecter ces éléments-là, c'est pas extrêmement compliqué. Si vous avez beaucoup de volume, je pense que c'est une bonne solution. Voilà. Et puis bon, alors il y a une autre chose, en fait, tu en as parlé un peu en introduction, en fait, quelque chose qui existe et finalement, en fait, c'est une technologie, je l'ai mis comme une technologie clé de la transformation, même si c'est pas en fait plutôt transformation, mais c'est plutôt déjà existant. Mais il y a de ça 7-8 ans, on voyait ça, en fait, ouais, bon, c'est ce que ça va marcher, c'est les drones. Et je pense qu'aujourd'hui, tu peux vraiment nous en parler parce que toi, en fait, tu as bossé là-dedans pendant quelques temps. Et en fait, voilà, je voudrais que tu nous dises un peu en fait, voilà, comment ça avait été accueilli au départ, et puis bon, c'est devenu en fait quelque chose en fait d'ultra utilisé. C'est sûr qu'au départ, c'était compliqué, personne n'y croyait. Voilà, les gens pensaient que le drone, c'était pas précis, que les calculs de stock, ça n'allait jamais marcher. Il a fallu faire quand même beaucoup de preuves pour aller convaincre de cet élément-là que le drone allait apporter de la valeur aux carrières. Aujourd'hui, d'ailleurs, notre premier client, quand je travaillais dans la société de drones, c'était Carrière du Boulonnais, pour les citer. Ils ont pris le pli avant tout le monde, à dire on va survoler nos carrières tous les mois afin de faire du suivi de stock, de productivité, pour avoir plus d'éléments, pour mieux faire la planification de production. Et ils y ont cru rapidement, et maintenant c'est devenu quand même assez, on va dire, une commodité.
Il y a énormément d'entreprises aujourd'hui sur le secteur qui ont même acheté des drones, parce que maintenant, un drone, ça vaut extrêmement peu cher. Hein. C'est devenu, avant, ça coûtait 30-40 000 euros, etc. Maintenant, ça vaut 1 000 euros, 1 500 euros. Vous pouvez faire des vols, traiter vos données de façon hyper simple avec des sociétés dont c'est le métier et avoir une institution d'un jumeau numérique de votre terrain pour faire du suivi de stock, du suivi de déblais remblais. Il y a même des applications en termes de minage, donc que ce soit sur la planif, donc des sociétés comme EPC ou Titanobel utilisent ça. Hein, aujourd'hui, ils font voler un drone, ils mappent bien le front de taille pour pouvoir planifier les tirs, et même après minage pour faire de la évaluer la granulométrie. Ouais, des matériaux, en fait, et voir, en fait, si les matériaux sont vraiment propres ou impropres, enfin, pour certains secteurs d'activité, quoi. Ouais, en termes de minage, si le minage est réussi, il y a une blocométrie à respecter, donc ça permet Tout à fait. d'analyser les tirs et faire de l'amélioration continue. Il y a un sujet aussi en termes de communication. Avoir un modèle 3D de votre carrière et pouvoir le visualiser, c'est un super outil à la fois Bien sûr. pour communiquer au sein de l'entreprise. On avait un exemple d'un gros groupe avec pas mal de carrières qui utilisait, qui se connectait, je pense, tous les jours. Il avait plusieurs dizaines de carrières, donc c'était un outil pour voir ce qui s'y passait. Aussi faire les réunions, si vous avez des carrières en joint venture, c'est quand même plus facile pour pouvoir faire de la planif, ou même pour, par exemple, des collectivités où vous avez un agrandissement, une extension à faire, pouvoir en parler avec un modèle, c'est quand même plus simple. Un dernier exemple que je vais vous citer, c'est la maintenance aussi. Il y avait pour faire de la maintenance, il y avait quelqu'un qui allait inspecter. Il y a certains clients qui utilisaient le drone pour prendre des photos à date régulière et avoir tous ces éléments beaucoup plus vite et surtout de façon plus en sécurité. Parce que quand vous avez des convoyeurs et qu'il faut monter potentiellement, ça permet d'aller analyser ces éléments-là de façon plus rapide et peut-être moins chère pour réduire les coûts d'inspection. Donc il y a plein d'utilisations et aujourd'hui c'est quand même entre le moment où en 2015 tout le monde disait mais c'est quoi votre truc, j'y comprends rien, C'est ça. à maintenant c'est devenu une commodité, tout le monde l'utilise parce qu'ils ont compris le potentiel et les bénéfices pour leur outil de production, quoi. Ouais, de quelque chose, en fait, qui avait été accueilli de manière, je dirais, un peu bizarre. On s'est dit, ben voilà, aujourd'hui, 7 ou 8 ans plus tard, ce qui finalement, dans l'échelle du temps, est très très peu, hein, en fait, tout le monde l'utilise, quoi. Après, on parlait aussi, moi, j'ai quelques exemples, en fait, aujourd'hui, où ça permet aussi de faire monter en compétence des personnes en interne, puisqu'aujourd'hui, on fait, alors c'est plus, je pense, des grands groupes, mais je pense qu'il y a aussi des indépendants qui le font, c'est-à-dire qu'ils vont derrière faire monter en compétence du personnel en interne pour justement, en fait, gérer, et voilà, les gars doivent passer en fait des diplômes spécifiques pour pouvoir voler, en fait, voilà, parce qu'en fait il y a la DGAC en fait qui regarde derrière, donc ça c'est super important. Aussi, on le disait derrière, pour attirer aussi en fait ou garder voilà, des personnes compétentes à l'intérieur en fait voilà, de l'industrie en fait des carrières. Oui, ça c'est clairement les carriers qui faisaient leur vol en interne ont fait monter en compétence des gens. Non, c'est pas le métier, ils sont pas pilotes de drone à plein temps, ils sont Non. chef de carrière, opérateur, agent de bascule, etc. Ou responsable qualité, peu importe. Et ils sont passés ces diplômes-là et maintenant, en plus de leur travail, ils font ces opérations-là, ce qui est souvent très bien vu par le personnel parce qu'ils sont plutôt contents. Ça fait Exactement. une C'est nouvelle une forme de compétence. considération et tout, exactement. Donc voilà, donc on a parlé un peu de cette révolution du numérique. Moi, je te propose en fait qu'on regarde aussi parce que bon, voilà, on parle beaucoup. Voilà, enfin, finalement en fait la transition est pas trop mal puisqu'on on parle des drones qui ont réussi. Donc c'est à aujourd'hui que les clés d'une digitalisation réussie en fait, que ça soit en fait voilà. Donc moi je voulais aborder voilà aujourd'hui quelques thèmes. Donc c'est plutôt en fait les défis de l'adoption numérique. Stratégie de mise en œuvre. Alors, stratégie, c'est un très grand mot. Je pense qu'il faut plutôt parler peut-être éventuellement de bonnes pratiques. Hein, parce qu'en fait, toi, tu as eu affaire en fait, à mettre en œuvre aujourd'hui la digitalisation via en fait requise. Et aussi parler un peu des perspectives futures. En fait, voilà, quelles sont les choses vers quoi on va tendre en fait, voilà, dans les mois, dans les années à venir.
moi, je voudrais juste introduire en fait sur le défi de l'adoption du numérique. Euh, c'est effectivement un domaine d'activité, en fait, très très ancien dans ses pratiques, en fait, voilà, et sans vouloir offenser qui que ce soit, mais c'est une réalité. Et finalement, il y a quand même beaucoup de barrières à l'entrée, en fait, dans cette activité, en fait, que sont en fait l'industrie extractive de granulats. Euh, la première, en fait, c'est la notion de temps, en fait, la notion de personnel, les cultures organisationnelles aussi, hein, euh, la notion aussi de projet et la notion de coût. Voilà. Donc il y a beaucoup de barrières. La gestion des données aussi, comment est-ce qu'on va les collecter, où est-ce qu'on va les stocker, mais comment ça se passe. Ouais, mais si c'est dans le cloud aujourd'hui, c'est pas sécurisé. Voilà. Ce que tu me disais à juste titre, voilà, il y a pas longtemps, c'est que finalement on a une méconnaissance en fait du stockage des données, puisque aujourd'hui c'est vrai qu'on 99% des données en fait des entreprises du CAC 40 en fait elles sont dans le cloud. Donc aujourd'hui ces entreprises-là, c'est des données, les données qu'elles traitent et qu'elles ont sont ultra sensibles. Donc aujourd'hui, le cloud, en fait, c'est un faux problème. Et moi, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ton expérience. Et quand tu es arrivé avec Rockies, quels ont été tes principaux défis et qu'est-ce que vous avez rencontré lors de l'adoption de solutions numériques dans un secteur finalement qui traditionnellement est centré sur des processus ultra physiques. C'est-à-dire que aujourd'hui, enfin, moi je le sais et je trouve que c'est peut-être super bien, mais euh, quand je vois en fait certains indépendants, en fait, ils vont préférer investir en fait dans une chargeuse à 250 000 euros plutôt effectivement que dans un outil. Voilà. Mais c'est culturel. Oui, ouais, effectivement, ça n'a pas été simple. Il y a un peu un rejet je dirais un rejet du digital parce que, alors que c'est pas forcément vrai. Tout le monde pense que c'est trop compliqué. On pense que alors, le personnel ou dans ce secteur-là, les gens sont pas à l'aise avec le digital. Mais enfin, aujourd'hui, l'intégralité des gens ont un smartphone, ils ont plus ou moins Netflix, Amazon, WhatsApp, Facebook. Donc aujourd'hui, ils sont quand même très, très à l'aise avec des outils digitaux, mais des outils qui ont été développés dans un objectif de simplicité extrême. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit très simple, les outils numériques. Il faut que ça soit avec un vrai intérêt pour les utilisateurs. Donc, c'est développé vraiment par des gens du métier. Parce que ce qu'on voit avec les problématiques d'adoption, c'est souvent c'est des outils qui ont mal été développés, on dirait pas développés avec des gens, avec le terrain à la base pour que ça réponde vraiment à leurs problématiques réelles. Pareil, ils sont souvent très complexes. Et du coup, c'est pour ça que ils sont pas forcément adoptés facilement. Aussi, je pense qu'il faut un déploiement progressif. Aller du jour au lendemain dire on déploie cet outil-là, tout le monde l'utilise, c'est obligatoire, et sans accompagnement, je pense que c'est quand même une erreur. Il faut des promoteurs, des gens qui sont le plus volontaires, qui vont adopter ces outils-là et puis transmettre ensuite à d'autres l'intérêt. Et surtout, ils vont visualiser que non, finalement, ça leur fait gagner du temps, c'est plus simple pour eux et ils vont promouvoir les solutions en interne. Donc, je pense que le principal défi, c'est aller sortir de ça. Le digital, c'est pas si simple à déployer. Les gens sont rapidement, notre outil a été vraiment adopté par des chefs de chantier, par des chefs d'équipe qui sont pas forcément les plus à l'aise, mais parce qu'il était simple, ils l'ont en tout cas poussé en interne dans les entreprises. Donc pour moi, réellement, le défi, c'est arriver à développer et déployer des outils qui sont adaptés à la population qu'on vise et ne pas avoir peur de ces outils-là parce qu'ils apportent de la valeur. Et comme tu disais, c'est plus simple pour une carrière de dépenser 300 000 euros dans une machine plutôt que payer quelques centaines d'euros dans un produit digital. Pourtant, je pense qu'ils ont besoin des deux, mais c'est sûr que le ROI, enfin, le retour sur investissement dans un outil digital, il est moins simple à appréhender, mais pourtant, je pense que ça apporte aussi beaucoup de valeur.
Ah oui, tu as tout à fait raison. En fait, aujourd'hui, le ROI, effectivement, sur une machine, en fait, tu l'amortis, tu connais, en fait, voilà, t'as des process financiers qui sont très connus, quoi. Sur le digital, en fait, ça reste vraiment, ouais, ils savent pas où ils vont. Voilà. Donc, aussi, en fait, à des sociétés, en fait, comme la nôtre, hein, en fait, voilà, ou d'autres, à les accompagner, à leur expliquer, en fait, de manière très simple, pourquoi, aujourd'hui, ça a un réel intérêt, en fait, voilà, de se digitaliser. Euh, si on parle de stratégie ou de bonnes pratiques, moi j'aimerais en fait, voilà, bon, parler d'un peu d'opportunité de digitaliser l'industrie, en fait, cette industrie-là, en fait, voilà, qui est finalement primordiale. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte, hein, mais c'est la troisième matière la plus consommée, le caillou, en fait, voilà, en France. Les chiffres, bon, on ne va pas les donner, mais je crois que c'est 350 à 400 000 tonnes en fait, de granulats en fait, qui sont vendus chaque année. Et en fait, il faut effectivement transformer des pratiques, je te disais tout à l'heure, en manuelles et intensives vers des pratiques plus efficaces, durables et rentables, voilà, via le digital. Pour naviguer efficacement dans cette transition, il faut adopter en fait une approche bien définie. Donc des fois, en fait, c'est compliqué en fait, voilà, pour des PME parce qu'en fait, l'approche des fois, en fait, elle n'est pas bien définie. Axée sur une intégration harmonieuse du digital dans les processus existants. Et ça, en fait, c'est ça aussi. Moi, je pense que c'est un défi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont leur processus. C'est comment on arrive petit à petit, en fait, à intégrer leur processus. Une culture d'entreprise qui est orientée vers le changement et l'accompagnement du collaborateur. Pardon. Moi, je mets vraiment, en fait, parce que je l'ai vécu, je pense que le collaborateur, il faut vraiment qu'il soit impliqué aussi, en fait, si tu veux, dans cette transformation-là, voilà, parce qu'il est un acteur primordial, en fait, dans tous ces processus. Une attention particulière à l'optimisation des processus opérationnels. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'opérationnalité ou d'opérationnalité, je ne sais pas comment on pourrait dire, en fait, voilà, dans ce milieu-là. Et ça, tu l'as dit, et je pense que c'est primordial, c'est que ces sociétés-là ont des clients, et ces clients, en fait, attendent aussi des choses faciles qui peuvent être, en fait, appliquées par le digital. C'est-à-dire que le digital peut être un réel vecteur, en fait, si tu veux, pour justement améliorer en fait la communication au sens large du terme auprès en fait des clients. Voilà. Donc en fait, et toi en fait, voilà, en quoi la digitalisation est-elle essentielle pour toi, pour la compétitivité en fait et la durabilité à long terme des entreprises de ce secteur-là et toutes les activités finalement qui en découlent? Parce que toi en fait, voilà, je pense qu'avec ton expérience, tu peux nous expliquer pourquoi ça te semble être important et comment on met en place une stratégie finalement de digitalisation. Pardon. En tout cas, par rapport à l'expérience de Rockies, nous, notre objectif, c'était d'automatiser des tâches qui ne sont pas forcément à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire que quand vous avez aujourd'hui des demandes sur du diffus, on appelle ça du diffus, mais bon, des entreprises qui font des consultations ou en tout cas des achats pour des quantités de quelques dizaines à centaines de tonnes, avoir un responsable commercial qui va répondre à des emails, remettre faire un devis, etc., ce n'est pas forcément la valeur ajoutée qu'il a dans l'entreprise, quoi. Plutôt concentrer les forces commerciales à faire réellement de la vente, faire du conseil sur des matériaux, et en fait apporter de la valeur, parce que juste répondre à un devis, ça n'a pas une valeur importante sur le secteur. Donc, c'est pour ça que la digitalisation va permettre d'améliorer potentiellement la productivité à tout niveau, hein, que ce soit commercial, productivité aussi potentiellement à la bascule, avec des systèmes comme ceux de Synax, avec des bornes. Donc c'est vrai que toutes ces optimisations de processus vont pouvoir faire gagner des gains financiers quand même qui sont assez importants. Aussi sur l'amélioration de la communication. Sur ça, c'est important d'avoir un outil digital qui permet de simplifier cette communication entre eux. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, il y a des capteurs IoT dans les bennes, savoir où est-ce qu'ils sont à chaque instant, pour éviter les allers-retours qu'il y a souvent dans la livraison. Vu que c'est des sociétés qui font le transport et pas forcément en interne, voilà, ils appellent le chauffeur pour voir où est-ce qu'il est, ensuite il va rappeler le client pour essayer d'informer. Alors que voilà, il y a en tout cas, la digitalisation va permettre de savoir
ces éléments-là où ils sont et pour faciliter les échanges. Donc réellement, je pense que le digital va permettre de simplifier les process, de réduire les coûts et d'améliorer la productivité des entreprises du secteur, à mon avis. Ok, donc bon, pour se laisser le temps un peu, voilà, il nous reste encore un peu de temps, se laisser le temps des questions-réponses à la fin. Moi, je voudrais qu'on parle un peu des perspectives futures. Alors, c'est un peu, on va prendre un peu, pas notre boule de cristal parce qu'on connaît un peu les choses, mais c'est vrai qu'en fait, moi, je pense qu'il y a des choses qui sont primordiales en fait dans ce métier-là. C'est la première, en fait, pour moi, c'est l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement. Donc, on en a parlé. Entre la gestion des plannings, essayer d'optimiser la traçabilité et une logistique un peu améliorée, voilà, comme peuvent le faire en fait aujourd'hui certains secteurs d'activité, notamment en fait le retail. Voilà, arriver là, ça sera à mon avis assez compliqué, mais bon, essayer de tendre vers ça. La gestion de stock en temps réel, ça on l'entend de plus en plus en fait quand moi je discute avec certaines entreprises. Voilà, la gestion du stock en fait est quelque chose de très très important. L'économie circulaire, donc on l'a vu avec la REP. Donc ça, en fait, c'est comment on arrive peut-être à faire des remontées en temps réel et non pas en fait, attendre la fin du mois en fait et de prendre en fait un fichier Excel et de le remonter, même si aujourd'hui voilà c'est le processus qui est demandé et c'est comme ça. Intégrer, comme on l'a dit, des technologies un peu émergentes comme l'intelligence artificielle, la réalité augmentée. Et ensuite, je pense qu'en fait, il y a quelque chose qui est primordial en fait dans ce métier-là. Moi, pour l'avoir vécu, voilà, dans le grand groupe dans lequel j'ai travaillé, et certainement à juste titre, hein, voilà, je n'émets aucun avis négatif là-dessus. C'est plutôt en fait la sécurité et la conformité en fait accrue. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la surveillance en temps réel en fait, de toutes les actions qui peuvent être faites par en fait, les salariés sur les sites, parce que la sécurité en fait, est quelque chose de primordial, en fait, mais que ça soit en fait, dans les grands groupes et maintenant en fait, dans les ETI et à mon avis demain dans les PME. Et en fait, on a parlé de conformité réglementaire. Donc ça aussi, c'est de plus en plus important. Voilà. Donc en fait, toutes ces perspectives futures, à mon avis, ces perspectives seront, à mon avis, un jour à mettre en fait dans la révolution du numérique et en fait dans la digitalisation. Moi, ce que je voulais te demander, en fait, c'est, j'avais deux dernières questions. Voilà, une peut-être, tu me réponds pas. Après, c'est pas, voilà. La première, c'est, je vais te les poser les deux, comme ça, à la limite, ça te permettra de peut-être répondre à l'une et après d'enchaîner sur l'autre ou inversement. C'est pourquoi tu as décidé de vendre ta startup à un major du BTP, en fait, qui est Colas, et quels ont été les facteurs décisifs dans cette décision. Et j'en ai une autre, comme je te disais, en fait, c'est, puisqu'en fait, elle en découle, c'est que maintenant, en fait, tu as vendu, c'est qu'est-ce que tu vas faire demain, en fait. En fait, c'est un peu ça. En résumé, voilà, c'est quoi tu recrées quelque chose, je sais pas. Enfin, voilà, donc en fait, voilà, tu réponds si tu veux, hein, Guillaume, il n'y a pas de Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que voilà, on est dans un marché, comme on l'a dit, qui n'est pas extrêmement rapide en termes de digitalisation. Bon, il faut le savoir, hein, c'est comme ça. C'est le secteur qui est aujourd'hui le moins digitalisé, mais c'est parce que aussi, c'est vrai, une activité beaucoup plus complexe que d'autres secteurs. Hein, donc, c'est inhérent parce qu'on construit, quoi, on mine. Enfin, du coup, c'est quand même un marché qui est plutôt lent à se déployer. Et aussi, en termes économiquement, les startups ont pas mal souffert sur les derniers mois ou années, parce que le capital risque, c'est assez réduit. Et nous, notre modèle étant clairement un modèle de grand volume, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en capacité d'aller chercher du gain pour tout le marché en faisant beaucoup de volume. Et pour ça, il faut aller faire une quantité de levées de fonds pour subventionner cette croissance. Et aujourd'hui, c'est quand même pas dans la tendance actuelle, c'est plutôt des sociétés qui sont plutôt rentables, donc plutôt en format SaaS plutôt que marketplace. Donc nous, on a eu une opportunité de vendre la société, on l'a saisie, on en est très content. Et qu'est-ce que je vais faire par la suite? Aujourd'hui, j'accompagne plutôt les entreprises dans le secteur de la construction, l'industrie minérale, dans la digitalisation, dans la transition numérique.
mais aussi, je réfléchis forcément à monter une nouvelle entreprise, sûrement dans cette industrie-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Juste que le secteur est en train d'évoluer quand même, assez vite au niveau de il y a de plus en plus de sociétés, qui se lancent dans le secteur de la construction. Ça va quand même pas mal révolutionner, le secteur dans les prochaines années. Juste une info, heu, assez intéressante, c'est que jusqu'à 2009, il y avait 4 milliards. Bon, c'est des gros chiffres, hein, peu importe, mais c'est, le ratio qui est intéressant. Il y avait 4 milliards qui ont été investis dans les startups de la construction, et en 4 ans, on est passé à 30. Donc c'est encore une toute petite partie du marché de l'investissement en capital risque, mais c'est une vraie croissance. Donc, aujourd'hui, ce secteur-là est vu, comme, en forte croissance et avec une capacité d'aller chercher de la valeur, de façon importante. Donc, je pense qu'il est important de se positionner maintenant parce que c'est un certain avantage compétitif de ceux qui vont réussir à bien se digitaliser par rapport aux autres, même s'il faudra continuer à miner, concasser, cribler, ça ne changera pas, je pense, mais c'est quand même peut fournir un petit avantage, par rapport aux autres, entreprises. Ok, bon, ben merci Guillaume. Euh, Moi, je voulais, en fait, bon, voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'interventions, en fait, voilà, bon, je sais pas, si vous avez des questions, on est prêt à y répondre avec Guillaume, avant que je puisse conclure le webinaire. Euh, Peut-être des retours d'expérience, voilà, sur l'utilisation. J'ai vu qu'il y avait des gens, en fait, voilà, qui avaient mis, en fait, dans le chat des retours d'expérience sur Rockies. Bon, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais est-ce que, quand on a parlé des drones, est-ce que vous avez déjà utilisé, en fait, voilà, je pense qu'en fait, voilà, pour toutes les personnes qui sont là et qui sont, en fait, dans ce secteur d'activité-là, on a effectivement, en fait, des gens qui ont utilisé les drones. Voilà, on est prêt, en fait, à répondre à toutes vos questions, si tant est que vous en ayez. Voilà, avant que je conclue, peut-être que toi, tu as une question à me poser aussi, je sais rien. Guillaume. Je vais revenir sur Hugo, qui a posé une question sur le fait de la mise en place d'outils comme Rockies génère une perte, euh, euh, une perte de contact entre les chefs de chantier et les carriers. C'est pas enfin, aujourd'hui, c'est plus ma société, mais c'était pas l'objectif à la base. La base était d'aller, parce que de toute façon, la personne en contact n'était jamais cachée, et c'était dans le but de simplifier les échanges. Aujourd'hui, le digital peut être toujours vu vers une perte d'échange, oui, c'est clair. Mais bon, aujourd'hui, on a vu quand même pas mal de clients qui voulaient passer par la plateforme justement pour aller simplifier aussi le process, quoi. Et aujourd'hui, ils avaient quand même des chauffeurs qui viennent sur place, charger les cailloux. Euh, le conseil doit être sûrement toujours fourni, donc ces éléments-là. Donc oui, il y a une vérité dans ça, mais bon, c'est l'évolution des, des usages qui vont aller vers cette tendance-là. Donc c'est important aussi de la suivre, je pense. Bon, aujourd'hui, c'était aussi le format qui était une marketplace. C'est différent que d'avoir un outil, ce qu'on appelle SaaS, qui est juste à destination du carrier. Donc, c'est sa guillemets, propre plateforme, potentiellement, contrairement à une marketplace qui est plutôt de vente et de commerce, quoi. Et pas un outil de production. Je sais pas, d'autres questions. J'ai vu que Virginie avait en fait dit qu'elle allait faire un retour à sa direction en fait de cette écoute. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Moi, en fait, je voulais conclure. En fait, je voulais remercier. En fait, je vais tous les citer parce qu'en fait, voilà, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, je voulais remercier Alexandre, Alan, Bernard, Damien, Gwenaël, Hugo, Jean-Marc, Jean-Paul, Johan, Kiomi, Maxime, Océane, Pierre, Richard, Sébastien, Walter et Virginie, en fait, qui étaient avec nous ce matin. Alors moi, en fait, si vous voulez, je me suis dit comment est-ce que je pourrais conclure en fait ce webinaire. Je me suis un peu pas creusé la tête, mais je me suis dit voilà, moi qui ai travaillé pendant presque 10 ans dans ces industries-là, comme je vous l'ai dit à diverses postes, à diverses fonctions, je me suis dit bon, qu'est-ce que je pourrais dire? Je me suis dit voilà, moi, si j'étais un utilisateur, qu'est-ce que j'aimerais que
la digitalisation et la révolution du numérique m'apportent en tant qu'utilisateur, en fait, et en tant que, surtout, en fait, industrie, si j'étais patron, voilà, d'une carrière. Alors, je vais vous lire, en fait, ce que j'ai mis, parce qu'en fait, je ne l'ai pas retenu, donc je ne vais pas tricher, hein, voilà. Moi, j'ai mis que l'industrie des granulats, bon, elle est cruciale pour la construction, on l'a bien compris. Aujourd'hui, elle adresse à énormément de secteurs, plus qu'on ne le croit. Voilà. Puisqu'en fait, on parle beaucoup de la construction, mais il y a aussi en fait, des micro-secteurs. Voilà. Je vais en citer un, la cosmétique, par exemple, dentifrice, les aliments en fait, pour animaux. Je pense qu'elle nécessite une gestion efficace en fait, de la chaîne d'approvisionnement pour répondre à la demande tout en minimisant les coûts. Donc ça, en fait, c'est quelque chose qui est primordial. On l'a dit tout au long. En fait, c'est la chaîne d'approvisionnement en fait, et minimiser les coûts. Et moi, je pense qu'en fait, aujourd'hui, il y a quelque chose qui existe. On a parlé en fait des différents outils qui existaient. On a parlé de l'IA et on n'a pas trop parlé du machine learning qui pourrait être utilisé pour analyser des données historiques et en temps réel sur la demande, les conditions météorologiques, par exemple, les temps de transport, et plus encore pour optimiser les itinéraires de livraison et la gestion des stocks. Pour moi, en fait, c'est des choses en fait, qui reviennent relativement régulièrement en fait, quand on questionne voilà, les carriers en général. Donc, pourquoi pas demain, en fait, demain, je ne sais pas, hein, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, un modèle de machine learning qui pourrait prédire la demande future en granulat. Voilà, on sait qu'on a des problèmes, en fait, des problématiques de ressources. Voilà, les carriers sont de plus en plus confrontés, malheureusement, en fait, à des problématiques de ressources. C'est-à-dire que pour avoir, en fait, des autorisations, c'est compliqué. Voilà. Donc, il faut économiser ces gisements. Donc, si on peut prédire quand est-ce qu'on en a besoin, voilà, on peut aussi peut-être économiser sur l'énergie. Dans différentes régions, parce qu'en fait, les régions sont différentes. En fait, d'une région à l'autre, on n'a pas du tout les mêmes marchés. Voilà. Souvent le TP, mais on a d'autres marchés. Et en se basant sur des données de construction prévues, parce qu'aujourd'hui, on peut savoir, en fait, avec les permis de construire, etc., des tendances du marché et d'autres facteurs économiques. Et les autres facteurs économiques, c'est toujours les mêmes, hein, on en a parlé, c'est l'inflation, c'est derrière les problématiques. Donc on a parlé d'inflation, les problématiques, voilà, je cherchais en fait normatives, en fait, qui sont de plus en plus lourdes. Voilà. Donc voilà sur quoi je voulais conclure. C'était un peu l'outil de demain, en fait, comment je le voyais, en fait. Voilà. Bon, pour ma part, j'ai conclu. Moi, je vais laisser en fait mon invité du jour conclure. Je vous remercie encore d'avoir assisté à ce webinaire. Et puis, bon, pour peut-être certains, je vous dis à très bientôt. Oui, juste, je vais en profiter pour répondre à 2 nouvelles questions sur le chat. Donc, Bernard qui demandait quel type de client touchez-vous avec Rockies. Bon, c'était surtout des entreprises de VRD qui faisaient des travaux de tranchées, donc entreprises de type Vinci Énergie, Equance, qui avaient du coup une grosse quantité de petits chantiers, on va dire, et qui faisaient acheter du sable, des granulats pour leurs tranchées et évacuer les déblais sur ces types de travaux. Donc ça, c'était la majorité de nos clients, forcément, pas du gros volume, mais du petit volume sur de grosses quantités de chantier. Il y a une autre question, d'Alexandre. Pensez-vous que Colas va conserver la marketplace ou va transformer l'application Rockies en SaaS? Je vous invite à poser cette question directement à Colas, si vous le souhaitez. Je n'ai pas de commentaires à faire sur ça actuellement, parce que je ne peux pas me prononcer. Donc voilà. Écoutez, en tout cas, merci Nicolas pour l'invitation. C'était très intéressant d'échanger sur ces sujets de digitalisation. C'est un sujet qui me passionne, dans lequel je travaille depuis bientôt presque 10 ans. Et il y a beaucoup de choses à faire, avec bien sûr l'aide des acteurs, comme les producteurs de granulats. Je pense que cette digitalisation va se faire avec eux et à leur contact. Et je pense que c'est important de les inclure dedans. Ok. Bon, allez, il nous reste, normalement, on avait jusqu'à midi. Une dernière question, éventuellement. Et sinon, écoutez, voilà, on va clore ce webinaire. On vous remercie encore. Voilà. Et puis, écoute, Guillaume, bonne route à toi, sans faire de jeu de mots. Mais voilà, bonne route à toi. Et puis, bon, de toute façon, à très vite, quoi, en fait, voilà, pour de nouvelles aventures. Salut, Guillaume. Merci à tous et bonne fin de journée. Allez, au revoir.